Brigitte Bossuat. Je ne sais pas combien d'années on se connaît, mais ça a l'air d'être toute une vie. Mmh. Enfin, on a traversé plein de choses en commun chez L'Oréal quand j'y étais. Toi, tu nous soutenais, tu m'aidais. Et puis, on a fait plein de choses ensemble. J'ai toujours eu plaisir avec ton joli sourire et tes belles couleurs. Alors, on va commencer par la question toute simple. Qui est Brigitte Bossuat? Alors, ça, c'est une question, c'est à peu près la plus dure. J'espère qu'elles seront plus faciles et que les suivantes seraient plus faciles. Je demande souvent aux gens de se décrire, qui ils sont et en fait, souvent, ils me décrivent ce qu'ils font. Donc, Mhm. si je reste bien centrée sur ce que tu me dis, je dirais que je suis, quelqu'un de comment dire? D'orienté vers les autres, orienté vers l'humain. J'ai des rêves, des projets et j'aime les partager. Voilà, donc qui je suis, quelqu'un pleine d'énergie aussi et qui aime faire face à des défis et des défis qui sont collectifs. Voilà, je suis une collective. Nous allons en discuter de ce mot collectif dans un instant, je suis certain. Mais ça me rappelait un sondage que j'ai vu, parce qu'en France, avec la loi Pacte, on parle de la raison d'être des entreprises. Et pour 53, en France, 53% des entreprises, il me semble, ça c'était le chiffre, 53% disent que leur raison d'être, c'est leur savoir-faire. Oui, oui. Donc, on plein dedans, n'est-ce pas? Enfin, ce Et côté, on oui. se définit à part de ce qu'on fait. Évidemment, il faut savoir faire. Oui, c'est mieux parce que sans ça, tu ne peux pas survivre dans ce monde, en tout cas à titre professionnel. Mais ce que l'on regarde, l'horizon qu'on regarde, le sens qu'on donne à la vie, le sens qu'on donne au rapport, des gens, avec qui on travaille, pour moi, il est essentiel. Après tout le reste, vient et vient facilement parce qu'il apporte en plus l'énergie, la vision collective, toute cette vision partagée et cetera. Donc pour moi, oui, je le place en un et j'ai cette chance, extraordinaire de travailler avec des gens avec qui je partage ces valeurs. Hmm. Et ça, c'est à peu près enfin pour moi, c'est un cadeau dans la vie, qui est fabuleux. Quand tu es aligné à ce point avec des gens avec qui, même à niveau professionnel, ce sont des amis, quoi. C'est voilà, donc ça crée une fluidité dans les relations parce qu'on regarde tous dans le même sens, voilà. Cette notion de même dans le travail, enfin, quelque part, c'est quelque chose, ça a toujours été le sujet, c'est d'arriver à faire avoir du sens dans ce qu'on fait au travail, avec les gens avec lesquels on bosse au travail. Combien même on est différent, on peut avoir des états d'âme différents et tout, mais comme on bosse souvent beaucoup, c'est quand même dingue qu'on n'imagine pas qu'il faut avoir un sens réel, profond et personnel au travail. Alors ça, c'est en plus, c'est dit et c'est redit, hein, Simon Sinek, ça fait quand même pas mal de temps, hein, la référence. Sauf que je trouve que bien souvent, les entreprises évoquent, le sens, la vision, les valeurs, mais en même temps, je trouve que souvent, c'est bien vide, vide de sens, quoi. Ça devient des affiches, ça devient des communications, sur les sites pour les clients, mais c'est vide. Souvent, c'est très vide. On a du why washing, le, Oui. le pourquoi. Enfin, moi, j'ai connu Simon Sinek personnellement au Canada quand j'y vivais. Ah! Et donc, on avait partagé sur cette histoire de pourquoi. Et c'est pourquoi ma première société en sortant de L'Oréal avait un Y dedans. Oui, C'était mindset avec un Y, oui, parce que ouais, l'Y, c'est le why. Mais ouais. tout ça, c'est une autre vie. Mais dans ton livre que tu as édité juste récemment, la folle de Basson, pour ceux que j'ai à côté de moi, j'ai chéri en le lisant souvent le soir. Et c'est tout un voyage dont on fout de Basson, le bateau. Euh, tu as écrit ce livre et tu l'as édité tout récemment, mais tu l'as expérimenté en 1985. Donc, c'est une histoire extraordinaire. On va en parler un peu, mais j'invite tout le monde qui écoute aller chercher le livre, connaître vraiment l'histoire. Mais comment et pourquoi est-ce que tu as mis quelques décennies pour t'embarquer à écrire cette histoire en 1985 incroyable, solitaire, à travers l'Atlantique?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses, pour lesquelles il faut du temps pour digérer, en fait, hein. On le sait, hein, même dans les affaires judiciaires et cetera, il y a des choses qui reviennent, tu crois que tu les as digérées, puis tu les as pas digérées. Et puis, il y avait cette idée aussi de dire, «Tiens, et si je laissais une trace?» mais c'était plus une trace pour ma famille et aussi pour mon petit-fils, tu vois? Et puis donc tout ça, c'était, comme souvent dans un projet, en fait, tu as des briques, c'est comme des puzzles. Il y a plein de pièces, ça se balade un peu partout, puis à un moment, poum, il y a un truc qui fait que c'est le bon moment. Voilà, je crois beaucoup à ça, parce que j'ai plein de projets partout, puis à un moment, le projet peut naître parce qu'il y a un déclencheur et moi, le déclencheur, il a été simple, c'est que je me suis retrouvée, donc c'était pendant le covid, sur un des seuls pays qui accueillait encore, c'était le Cap-Vert. On pouvait encore voyager au Cap-Vert et donc je me suis retrouvée au Cap-Vert qui est à Mindelo précisément, qui fut mon vrai point de départ de la traversée puisqu'en fait, c'était Mindelo la Barbade, enfin Mindelo est de l'autre côté, donc là pour le coup c'était la vraie traversée, de l'Atlantique en solitaire. Donc je partais sans assistance, sans radio, et toute seule sur mon petit bateau et je me suis retrouvée en fait, 35 ans plus tard, au même endroit, exactement au même endroit avec un Mindelo qui a terriblement changé, qui est devenu une grande ville, la marina avec plein de bateaux alors que quand j'y étais, il y avait 5 bateaux, plaisanciers à Mindelo et j'ai eu une émotion, juste, incroyable. Donc je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Est-ce que c'est au Cap-Vert qu'il y avait tous ces écrits sur le mur? On se souvient qu'il y avait un endroit où tu as retrouvé les gens qui peignaient leurs noms sur le Ouais. mur Ouais, alors ça, c'était à Madère, hein. à Et Madère. non, à Madère, en fait, la tradition, c'est que les bateaux qui descendent à Madère, et qui vont traverser, font un dessin, sur la jetée et j'ai trouvé des dessins qui dataient de 32 ans, 33, 34, mais il y en avait plus qui dataient de 35 ans, donc j'ai pas retrouvé les traces du dessin que j'avais fait. Mais en tout cas, il y a cette idée quelquefois de revisiter un peu, de se demander pourquoi on fait les choses. Et et donc si tu me demandes aussi simplement: «Mais pourquoi tu l'as fait?» Ben, je saurais pas l'expliquer aussi simplement ça, parce que c'est multifactoriel et que, en tout cas, je crois pas au hasard. Tout était placé pour que je le fasse, voilà, y compris l'opportunité. Alors, j'ai entendu l'émotion. J'ai envie de demander, on parle tu as parlé du besoin de collectif, alors qu'un voyage solitaire. Ouais. Alors, bah, tu sais, c'est quand on se retrouve seul qu'on sait à quel point les autres nous sont essentiels, déjà. Et beaucoup de solitaires, sont pas des vrais solitaires, hein. C'est-à-dire le challenge du solitaire, hein, c'est, qu'il n'a pas le choix, il doit être intelligent parce qu'il doit résoudre tout. Enfin moi, en plus, j'avais aucune assistance. Donc ça veut dire que tu es obligé de trouver des solutions par toi-même. Donc c'est un défi à trouver des solutions, à mobiliser, ton cerveau, au maximum. Voilà, c'est un défi que tu te poses à toi-même. Alors pourquoi solitaire? Au départ, c'était pas forcément le choix. Tout comme sans assistance et sans radio, c'était pas des choix, c'est au fur et à mesure que le projet s'est construit, j'ai pas pu ou je l'annulais ou, j'y allais comme ça et mon premier projet, c'était de le faire avec, une équipe de copines. J'avais trouvé ça chouette comme idée, mais, j'ai pas réussi à convaincre, mes copines de pouvoir partir là-dessus. Donc je me suis dit: «Bah, au moins je vais faire quelque chose qui ne dépend que de moi et que de ma volonté». Donc je suis partie toute seule. C'était pas un choix de départ. Mmh. Et dans un voyage solitaire, tu parles, pas mal de la rencontre de toi, car tu es seul avec toi, la connaissance de soi. Tu parles de comment c'est quand même tout un chemin de vie de se connaître, en fait. Donc, on n'est pas encore terminé. Et tu parles beaucoup de c'est ce cadeau, j'ai envie de dire, qui est d'arriver à avoir de la confiance en soi. Combien est-ce que est attaché la connaissance de soi et la confiance en soi? Bon, la relation entre les 2, pour moi, elle est, je serais tentée de dire, tu me demandes combien, donc il faudrait que je te donne un chiffre. Je mettrais 100 à 100.
Sauf que la connaissance de soi, quelquefois donc je j'ai pas expliqué au lecteur, mon métier. Mon métier, c'est de travailler justement sur la connaissance de soi, la confiance en soi, qui génère de l'agilité. Notre capacité à, bah, être flexible et à pouvoir nous adapter, aux autres et dans un monde en changement. Donc je ne peux m'appuyer que sur moi. Si je veux déporter, tu vois? Moi, je donne souvent un exemple, je dis: «Bah, mettez-vous debout, écartez un petit peu les jambes» et vous voyez l'adaptation, c'est quoi? C'est de se déporter de son axe, mais tout en restant soi-même. L'axe, c'est soi-même. Quelqu'un qui se connaît pas beaucoup, en fait, tu comme son axe est tout petit, tu lui demandes de se déporter, il tombe. Donc il faut avoir un socle important pour être capable, à un moment, de naviguer sur cet axe. Et donc pour moi, c'est la connaissance de soi. Le seul truc, c'est que, et quelquefois j'ai des stagiaires qui me disaient à l'époque, ils me disaient: «Non mais moi des séminaires, j'en ai déjà fait, je me connais». Et je me dis: «Mais les pauvres, non, tu peux pas te connaître». Dis: «C'est jusqu'au dernier jour où on ferme la boîte que tu dois te surprendre». Parce que ton cerveau, il est en évolution, il est donc ton cerveau, il doit être capable de te créer des surprises. Même dans la gestion de l'âge, la gestion des relations avec les autres, la gestion de ton corps aussi, jusqu'au bout avec les épreuves de l'âge. Tu dois pouvoir encore te surprendre. En tout cas, moi, je passe mon temps à me surprendre, donc je suis contente. J'utilise le mot la flexibilité. J'ai envie de le remplacer, mais enfin, c'est pour provoquer, avec la résilience. Oui, bien sûr, elle est complètement dedans. Alors, on avait, une année, on avait écrit un bouquin, parce que j'en ai écrit des paquets, mais un bouquin sur la résilience en elle-même et donc il y a une courbe qu'on connaît très bien, la courbe de Kübler-Ross qui montre au moment où on te donne un choc et puis ensuite tu vas tomber dans une courbe de deuil, tu es en colère, tu es triste, tu as plus d'énergie, puis au fur et à mesure, tu vas remonter. Et on a eu l'occasion de rencontrer des gens absolument, incroyables et merveilleux parce que dans mon réseau, quand je leur ai proposé d'écrire un livre à 27, c'était un vrai défi et ils m'ont dit: «Mais on n'est pas légitime sur la résilience». Mais je leur ai dit: «Si vous n'êtes pas légitime, allez voir que des gens qui le sont». Et là, on est tombé sur, bah, une championne de France de canoë qui a perdu ses jambes, du jour au lendemain, fauchée par un comment dire? Par un bus, une un Hutu qui s'est fait, qui a vu son père se faire émasculer et tuer devant lui. Enfin bon, tous les gens qui ont vécu des trucs, mais juste, incroyables. Des chefs d'entreprise qui ont vu leur boîte fermer, tout ça. Voilà, donc on a pris différentes notions et pour moi, la résilience, en fait, effectivement, alors, il y a aussi une phrase qui dit: que ce qui ne te tue pas te rend fort», mais dans cette idée, pour moi, tu sors pas au même niveau après un choc. Tu sors à un niveau supérieur parce que tu as une force, justement, qui te permet, en fait, d'appuyer les mêmes, cette confiance en soi va se trouver, complètement renforcée. Donc pour moi, tu sors dans les chocs de la vie enfin moi je m'efforce en tout cas de sortir par le haut, de sortir plus haut, plus enrichi, voilà. Parce que tout ça, ça dépend en fait du regard que tu portes sur les situations et la plupart du temps, les gens pensent que c'est la situation en elle-même qui fabrique leur posture. Non, c'est ton regard face à une situation. Or, si tu penses que c'est ton regard, tu as le pouvoir de changer d'angle. Mmh. Je vais te donner des exemples simples. Tu sais que j'ai perdu mon mari il y a 7 ans, donc il est mort, il avait 67 ans. C'est très triste. Donc tout le monde dit: «Il est mort si jeune». Mais on partageait avec mon mari d'avoir, pleinement vécu la vie et de dire: c'est la vie, de toute façon, tout le monde finit». Donc ou tu prends ça comme, tu es une pauvre victime, tu as pas de chance, ton mari est parti, ou bien tu dis: ben je vais réinventer un autre morceau de vie et une manière de m'adapter». Et donc, à partir du moment où tu es pas une victime, où tu te penses pas une victime, tu réagis positivement en ouvrant grand tes yeux pour pouvoir, réinventer quelque chose. Et moi, je vois le nombre de personnes qui sont
affecté, je le comprends parce que je suis pleine d'empathie et ça n'empêche pas d'aimer les gens et d'avoir aussi de la tristesse et cetera. De Mais la colère. voilà, de la colère et tout ce qu'on a évoqué, mais en même temps, le changement de posture de dire: «J'ai le pouvoir, en fait, d'orienter mon cerveau là où je veux». Comme moi je travaille beaucoup sur les neurosciences, moi je il y a quelques éléments clés. On ne peut penser qu'une chose à la fois. Donc par exemple, si tu penses que tu es malheureux, tu vois pas qu'il y a quand même aussi des moments où tu es heureux. Mais tu peux aussi piloter si on pense qu'une seule chose à la fois. Les méditants, c'est ce qu'ils font aussi, hein, orienter ses pensées et ensuite, canaliser ses pensées et ça, je pense que c'est une clé importante dans un monde qui est un monde turbulent, dans lequel, beaucoup de personnes sont, comment dire, en décrochage ou effrayées par l'imprédictibilité du futur. Il me semble qu'il y a la difficulté dans cette posture que j'adhère, avec laquelle j'adhère, mais totalement, c'est qu'il faut quand même souffrir, il faut quand même laisser cette souffrance t'emporter. Parce que si tu dis, voilà, je ne veux pas avoir la tristesse, parce que c'est juste un regard, c'est une pensée. Je ne veux pas faire le deuil, etc., qui font partie, on va dire, naturelle de tout ça. Ben, on cache tout ça, mais ça reprend la bête de tout à l'heure. Et l'idée de ressortir plus haut, ben, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des choses qui te tuent. Et enfin, Alors, oui, en même temps, tu vois que, ça n'est pas relatif à l'événement en lui-même. Il y a des gens qui vont pas se remettre, je sais pas, d'avoir été virés de leur entreprise, hein, et il y en a d'autres qui vont s'en remettre. Donc c'est pas l'événement en lui-même, hein, c'est à chaque fois effectivement cette courbe de résilience que tu peux traverser ou pas et je suis d'accord avec toi. En fait, les gens sont très peu en contact avec leurs propres émotions. Nous, c'est ce qu'on passe à faire, hein, ce qu'on on passe notre temps à faire, c'est la connaissance de soi et la connaissance, en fait, de tous les patterns émotionnels qui nous traversent. On ira plus ou moins vite sur certaines émotions et par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, une émotion, c'est quoi? C'est comme un post-it, chimique et électrique, qui va sur c'est un duplicateur d'énergie. Donc, ça va t'amener comment dire? Une réactivation de quelque chose et donc en ce sens, ça traduit qu'il se passe quelque chose donc tu peux pas faire ardoise magique et puis dire: «Non, non, je suis pas triste». Au contraire, l'idée c'est la colère, elle te pousse à avancer parce que tu as l'impression que ton territoire a été, restreint, envahi, la joie, elle t'amène à partager. Tu vois quelqu'un qui est joyeux, il se met un sportif joyeux, il regarde vers le ciel, il tourne, il veut communiquer à tout le monde, donc c'est partagé. La peur, elle est géniale. La peur, elle est géniale parce qu'elle t'amène à reculer, OK? Et si tu recules, tu vois les choses différemment et tu te prépares. Donc la peur, elle nous amène à être en survie. Nous sommes en fait les survivants ou en tout cas nous sommes les héritiers de toutes les générations qui nous ont précédés, qui sont des peureux. Si on n'avait pas peur, on ne serait pas en vie. Faut pas l'oublier. Donc nous sommes une bande de peureux et enfin la tristesse, elle t'amène à dire, lâche et lâche ta vie d'avant, lâche ton salaire d'avant, lâche ton poste d'avant, lâche prise et donc i c'est important de se laisser aller dans la tristesse, de pleurer et de se dire: «Mais ça, c'était la vie d'avant et il y a une autre vie» et ton cerveau, il te dit: «Je suis prêt pour un renouveau». Et ça, c'est, dans j'invite les lecteurs à aller voir une super vidéo qui a été tournée et tout le monde s'en fout sur les émotions parce que c'est important. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup servi en tout cas à bien comprendre ce qui se passait en moi je vais mettre ça dans les show notes, évidemment. et tout le monde Mm. s'en fout. Et Voilà. oui, et tout le monde s'en fout. Mais en fait, je voulais croiser quelques autres éléments que j'ai eus en lisant ton livre. Tu as fait une citation de Romain Gary, que je connais pas, qui je ne connais pas, mais que j'ai trouvé très pertinent. Il dit, on ne peut pas attendre d'arriver à avoir un sens de sa vie, il faut aller le chercher, il faut lui en donner un. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de responsabilité, ou accountability, on dit en anglais, d'aller chercher ton sens de vie.
Et puis tu as dit, le risque, ça donne vie, ça te fait vivre en vie quelque part. À la fois, tu as dit aussi la peur, ça te demande de l'énergie. Donc c'est une espèce de 3 choses. Il y a un qui il faut aller chercher ton sens, vivre, avoir des risques dans la vie et ça donne vie, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens Mmh. qui vivent dans la précaution, veulent pas du tout avoir de risques et j'ai envie de dire, ben, c'est comme vivre dans la mort. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des courbes où on voit l'exposition au risque. Ce qui est sûr, c'est que si tu t'exposes pas au risque, au fur et à mesure, ça génère de la frustration. Ça peut être des risques professionnels, hein, faire, une conférence sur un thème que tu as jamais fait, par exemple. Et donc au fur et à mesure, ça va amener plus d'incompétence puisque tu vas devenir de moins en moins adapté et ça va devenir, frustrant et tu vas devenir justement, tu auras l'impression de pas avoir vécu ta vie. À défaut, quand tu t'orientes sur une prise de risque, élevée, bah, au début, tu es incompétent, c'est stressant, faut aller chercher différentes options, donc effectivement, tu es en ébullition. Par contre, il y a une rétroaction sur l'estime de soi, parce que tu regardes, puis finalement tu dis: «Ouais, je l'ai fait», tu vois? Et moi, je sais que cette traversée, elle m'a portée parce qu'il y a eu, effectivement, ça a nourri la confiance en moi et en même temps, l'humilité de se dire: «Bon, bah, voilà, c'est juste, qu'est-ce que tu fais après?» mais de rester aussi très, très humble par rapport aux enjeux et donc dans cette idée, la prise de risque, oui, elle rend vivant. Quand, moi je fais du parapente aussi, il y a une prise de risque. À chaque fois que tu décolles, si tu as pas vérifié, donc si tu as pas suffisamment eu peur, tu as mal vérifié par exemple tout ton harnachement, tu as pas vérifié les suspentes et cetera. Tu dois donc cette peur, elle est là pour nous maintenir en vie et en même temps, quand on passe des moments difficiles et que ça a été un peu chaud, au moment où tu poses, mais tu as l'impression de ce regain d'énergie, de te sentir terriblement vivante. Et de faire Donc face, oui, et de ouais. faire face au risque, c'est un des clés, selon moi en tout cas, de vivre ces risques et de passer à travers qui rajoute à la résilience. Heu, est-ce que risque et résilience, je sais pas, parce que la résilience aussi, tu vois, là, j'étais en train de parler sur les prises de risques sportives et cetera, qui te rendent vivante et le problème, c'est que l'addiction au risque, ça devient aussi, au risque et à l'effort, on voit la ce qu'on appelle la bigorexie, c'est-à-dire à la fin, ça te libère tellement d'endorphines, tellement de cortisol aussi, hein, parce que tu es stressé pendant ces moments de risque. Du coup, ça te maintient dans un état, fort, un état de tension. Moi, je crois qu'en même temps, il faut être, comment dire? Suffisamment respectueux avec soi-même pour dire: «Tu peux pas passer ton temps exposé au risque tout le temps». Parce que sans ça, tu vas désorganiser tout dans ton cerveau, il y a du glutamate, un activateur et puis il y a le GABA qui est un truc pour te relaxer et chaque cellule du cerveau, elle doit être exposée et rééquilibrée. Il faut dormir, il faut se reposer, il faut avoir des moments doux, des moments en famille et cetera, puis à un moment reprendre certains risques, mais pour moi, c'est une question d'équilibre et la résilience, je sais pas, moi, je te parle, par exemple, d'une résilience, c'est aussi à un moment se dire: «Bah, tiens, ce sport n'est plus pour moi» ou «Ce métier n'est plus fait pour moi et je vais ailleurs». Donc effectivement, si tu te dis ça, ça veut dire faire un deuil pour aller t'exposer ailleurs. Et ça, il y a une notion de prise de risque, de changer d'entreprise. J'essaye de prendre des exemples pour tes lecteurs, mais changer d'entreprise, changer, de conjoint, tout ça, c'est devenir parent, tout ça, c'est de la prise de risque effectivement, qui va générer sûrement plus de résilience, ouais. Mmh. Et dans ce monde qui change tant, il me semble donc que le besoin de résilience est encore plus fort. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais dans la résilience, il y a une notion, parce que tu évoques la prise de risque dans la résilience, mais il y a aussi une notion d'acceptation, tu vois? Et accepter les choses, moi je sais que,
Par exemple, dans les acceptations, je suis pas très acceptante naturellement, mais il y a un moment, mon corps, il m'amène à accepter des trucs. Il dit: Mmh. «Bah non, je vais plus marcher 25 kilomètres parce que j'ai mal à la hanche» et cetera. Donc il y a un moment aussi d'adaptation de ton potentiel, de ce que tu sais faire et cetera, par rapport à des réalités. Donc il y a accepter et prendre le risque de s'exposer ailleurs sur d'autres choses. Donc je pense que c'est une sorte de duo pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Toi qui étais une grande skieuse aussi, ce qui m'a toujours fasciné en toi, mais j'ai eu sur mon podcast anglais, un mec qui a, grimpé un immeuble de 350 mètres de haut sans corde, enfin juste avec ses mains nues et on va dire ça, c'est une grande prise de risque et ce qui m'a étonné là-dedans, c'est 2 choses. Un, c'est le côté, connaissance de soi. 2, préparation pour ce travail et la capacité de se dire: Je suis pas prêt». D'avoir ce sentiment dans la peur, d'être en Ouais, contact avec cette peur qui permet de se protéger de faire une bêtise. Parce que ouais, l'adrénaline qui arrive dedans, c'est une chose de plus parce que j'ai fait 350, je peux faire 400, 450 ouais. et à un moment donné, Il y a hop! tu vois? Tu évoques la notion de renoncer aussi, tu vois? Moi, je me souviens, donc moi, je fais du parapente, hein, je te l'ai dit et on avait sponsorisé une des épreuves, enfin, l'épreuve que Red Bull donne comme étant la plus engagée de tout ce qu'il finance. Donc ça consiste à partir de Salzbourg en Autriche pour arriver sur à Monaco. Tu traverses les Alpes, tu cours, tu voles, voilà, c'est ça l'épreuve. Donc évidemment, c'est très, très engagé parce que ils volent pas dans des bonnes conditions, ils passent par-dessus des glaciers et cetera et il y en avait un de l'équipe de France, 3, j'avais demandé à Fifi, je lui avais demandé donc j'avais fait une interview et je lui avais dit: «De quoi tu as le plus peur?» et ce qui était, intéressant, c'est qu'il avait répondu: «J'ai peur de me retrouver en tête, parce que justement je ne saurais plus renoncer». Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était sa zone de danger et il le savait parfaitement. Il avait une petite fille et il le savait parfaitement. Mmh, ma tête va vers, celui qui est dans la guerre et on est 12, on doit aller chercher à conquérir une colline ou quelque chose et le premier qui sort, ça d'avoir ce courage-là, d'être le premier en tête comme tu disais, ça c'est toute une autre force. Alors Brigitte, tu as fait ce voyage extraordinaire. Tu parles du fait que les gens pensent que c'est toujours extraordinaire. C'est ce qui a fait Mmh. encore en sorte que tu as pas voulu vraiment en parler. Hem, un point qui m'a semblé clé, c'est que tu avais ce rêve, on va dire, ambition de le faire quelque part, qui est arrivé à faire solitaire finalement et à la fin, tu parles aboutir à la destination et combien on peut se sentir vidé parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a fait la destination. Et ça me faisait penser à beaucoup à cette histoire de sens et de destination. Et en tout cas, si tu es parti avec une idée fixe de ce que tu voulais, j'ai envie, ma réaction, ma lecture, c'est que ça aurait endommagé Mmh. l'expérience. C'est clair. Tu vises ta destination, hein. C'est sûr que bon, en plus là, comment dire? L'image et l'illustration, te chaque fois tu réajustes ton cap en fonction, des dérives de vent, et cetera c'est vrai qu'il y a cette notion en permanence d'être tiré un petit peu comme dans les objectifs de nos vies, ça devient plus facile quand tu as un objectif clair. On voit les enfants quand ils savent par exemple, ce qu'ils veulent devenir, c'est plus facile pour eux. Travailler à l'école, c'est extrêmement, limpide parce que justement, il y a cette zone de tension positive qui te tend, qui met toute ton énergie dans le même, dans le même axe. Donc ça, c'est intéressant. En même temps, tu évoques tu sais, quand on dit, «Ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin» et c'est vrai que le truc m'a été, s'est réveillé très concrètement quand je suis arrivée. Tu es arrivé, quoi et alors et là, il y a un grand vide. En plus, tu veux, le corps, s'est tellement habitué à être dans ces fluidités de la mer qu'à partir du moment où le bateau est à plat, où il bouge plus, tu as l'impression que ton bateau est mort.
Donc c'est un truc, terrible. Tu as un vide. Mmh. J'ai eu, un monsieur, un rugbyman qui s'appelle Denis Charvet. Je sais pas si tu vois qui c'est? Il Oui, était un oui, centre ouais. intérieur de l'équipe de France au rugby et je l'ai eu sur mon podcast, je l'ai aidé pour certains de ses livres et il a parlé de le vide après le sifflet du dernier match international auquel il a Ouais. joué. Ah oui. Et on est, il me semble, une société qui veut parler d'ambition, qui veut parler d'objectifs, beaucoup dans les sociétés en tout cas. Mais en fait, atteindre l'objectif, finalement, peut être écrasant, ou en tout cas euh, Oui, oui. f- difficile à vivre. Mais, c'est connu, hein. Je me souviens plus de la proportion des grands sportifs en arrêt de carrière. C'est, je sais plus, c'est monstrueux la proportion de dépression. Alors pour moi, elle est liée à 2 choses. Elle est cette absence de projet parce qu'il faut te réinventer une nouvelle vie alors que tu avais existé à 150 dans ta vie de sportif. La deuxième chose aussi, c'est que nous sommes, le fruit, de tous ces neurotransmetteurs et que quand tu as tous les jours, tu as eu de la cortisone, quand tous les jours tu as eu de la dopamine, des endorphines à fond, brusquement, tu as plus tout ça, tu as plus ton cocktail et si tu regardes, par exemple, quelqu'un qui vit une vie très intense avec pas mal de stress et cetera, quand il arrive en vacances, le premier jour, il y a plus rien, il dort, poum, il tombe, c'est même plus dormir, c'est tomber. Pourquoi? Parce que justement, tout ce cocktail, en fait, de neurotransmetteurs n'est plus en jeu. Donc il y a aussi cette notion de nous sommes dépendants du cocktail que nous avons fabriqué tout au long de notre vie. Et quand il y a des bouleversements comme ça peut être par exemple les blessures chez les sportifs, brusquement ils sont alités. Là, c'est monstrueux pour eux, c'est monstrueux. Donc tous ces moments, c'est dur aussi pour des raisons biologiques. Hmm. Moi, je l'ai vécu chez L'Oréal, mais c'est vrai que la veille de départ pour les vacances était toujours, mais juste monstrueusement mauvais. Et puis arrivé le premier jour, nombre de fois, par exemple, je suis allé faire du ski. Et c'est classique, on dit souvent le premier jour ou le dernier jour de ski sont les Mmh. 2 jours. Le dernier, on est relâché. Premier, on est super tendu Mmh. et peut-être trop relâché à la fin. Mais là, ça, c'est des réflexions. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup apprécié en lisant ton livre, Brigitte, c'était sur l'histoire du temps, ton vécu du temps, sur un traversé qui t'a mis plutôt 15 jours, si je me souviens bien, enfin, c'est 15 jours à peu près, et comment le temps était différent, et le silence. Car en fait, comme je ne suis pas marin, je n'imaginais pas, mais enfin, je ne peux pas savoir ce que c'est d'être tout seul en solitaire, au large, comme ça. J'imaginais beaucoup de silence, mais raconte-nous comment tu revis cette histoire de temps et de silence. Alors de temps, le temps, c'est le temps de la nature. Et ça, c'est merveilleux parce que, enfin, moi, je sais que j'aspire, à l'heure actuelle, tous mes programmes, hormis des jours où je suis en intervention, c'est météo que je regarde à 7 jours et ensuite je règle tout pour que je puisse avoir la liberté d'aller marcher et cetera. Donc la nature va, énormément organiser mon emploi du temps. Quand tu es, en mer, c'est exactement la même chose, hein. Tu vas suivre le soleil, tu vas suivre les nuages pour voir ce que tu vas risquer de prendre sur la figure et puis tu vas suivre ta nature avec tes propres biorhythmes et comme le problème, c'est que tu peux pas t'autoriser à dormir, c'est toutes les 20 minutes, puis après tu vas refaire des petits sommes. Donc en fait, il y a une reconnexion à la nature qui est puissante, qu'on a complètement perdue et moi j'invite, tu vois, ça sera sûrement l'objet d'un autre bouquin que je ferai, c'est de se reconnecter à sa nature, à la nature. C'est presque si comme si on était hors sol à l'heure actuelle, on est complètement déconnecté. Donc ça, c'est cette notion du temps. C'est aussi la notion du temps de faire, par exemple, si tu fais, tu pars de Paris et tu vas en Martinique, tu vas avoir je sais pas combien il y a d'heures en ce moment, ça doit être 6 heures, de décalage horaire. Mais en fait, moi, ayant suivi le soleil, c'est un voyage qui est arrivé sans décalage horaire, Hmm. parce que c'est le temps long.
Voilà, le temps long, le temps doux, autant de choses qu'on a perdues parce qu'on est dans des temps fous et des temps qui sont on est dans des sociétés à temps très remplis. Qu'est-ce que je fais de telle heure, telle heure, telle heure? Et le vide, on le sait, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dedans, mais le vide, il crée justement cette capacité à rêver, à te à on le sait aussi en créativité, hein. Si une entreprise dit: «Bon, il faut absolument créer le prochain produit», c'est pas avec ça qu'on va faire les bons produits. Il faut, de la respiration, de l'inspiration et du temps justement pour s'évader. Ça, c'est sur le temps et après tu disais sur la se sur Le sur le silence. bruit. Ah oui, tu as imaginé que j'étais dans le silence et non et non, ça fait un boucan terrible, un Le bateau. chaos, tu Il y parles a du chaos. Oui, il enfin, y a tout qui bouge, il y a tout qui fait du bruit. Tu as les drisses dans le mât, tu as les voiles, tu as le bateau dans la vague, tu as les vagues quand tu veux aller dormir à l'avant du bateau, tu entends les ruissellements d'eau, tu entends tout ça. Donc et puis, moi en plus, j'avais de l'eau qui rentrait sous les planchers. Donc, fameuse histoire. j'avais des vagues à chaque vague, j'avais une vague à l'intérieur de mon bateau. Donc il y a un Qui était bruit. plus préoccupante par Oui, ailleurs. beaucoup plus, absolument. Donc en fait, tu as du bruit en permanence. Ce que tu n'as plus, comme bruit, c'est une parole humaine. Voilà, une parole humaine. Ça, tu l'as plus. Alors moi, en plus, pour tenir, j'avais à l'époque, hein, ça va dater mon mon témoignage, mais j'avais les cassettes. Donc mes amis m'avaient fait des cassettes, donc je me mettais des séries de cassettes, donc c'était mon moyen d'entendre des humains. Voilà, Et la musique pour te donner un peu voilà. d'encouragement et tout. Tu as eu quand même une chouette qui est venue te rendre visite pendant un jour. Et, autre remarque que je me faisais en te connaissant, tu parlais de fait que tu avais envie de faire ça avec 4 copines, ou fait des copines avant. euh, et tu avais quand même 2 machines nommées qui t'ont accompagné dans la forme d'Arthur et de Oscar, le nom de mon fils. Donc, tu as donné 2 noms masculins à tes 2 machines, alors que tu voulais t'accompagner avec des copines. Ouais, ouais, je sais pas. Alors peut-être aussi, là encore, c'est daté, mais tu sais, c'était un peu la référence: «Arthur, amenez-moi ça», tu sais, comme une sorte de serviteur. Mm. Voilà, mais après ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand tu es seul, tu recrées un monde autour de toi. Ma plante, il y avait des choses qui avaient de l'importance. Mon bateau, le bateau, hein, ça c'est ton bateau, c'est ton pote, hein, C'est c'est ton tout. c'est ton partenaire, hein. Le bateau, tu es plus là, donc il y a le bateau, effectivement, après il y a le régulateur, il y a comment dire? Le pilote automatique, ma petite plante, la chouette. La chouette, j'ai été triste quand elle est partie, elle est restée plusieurs jours. De mémoire, je me souviens plus exactement, mais elle a dû rester au moins 2 jours. Quand je l'ai plus revue, mais j'étais triste parce que tu t'accroches au moindre truc, hein. Mm. Je voulais juste interjecter sur ce que tu avais dit avant sur la connexion avec la nature. Il y a un livre que je recommande fortement, j'espère que c'est en français. Ça s'appellerait, si c'est en français, je n'ai pas vérifié, ça s'appelle Les connexions perdues. Et c'est écrit par un journaliste anglais qui s'appelle Johan Hari, Hari. Et il témoigne d'avoir passé plus de 25 ans de sa vie avec des médicaments pour la dépression. Et tous les 2 ans, il devait changer le dosage ou le médicament, car ça ne marchait plus. Et en fait, tout ça, en fait, c'était une lueur, c'était un supplément de sa vie, alors qu'il ne se focalisait pas sur la vérité de sa vie. Et il est allé décrire 7 types de moyens de se reconnecter à la vie qui lui ont sauvé la vie. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup perdu dans ce, comme tu disais, le contact avec sa nature et la nature. Et c'est probablement le problème de notre civilisation de l'Ouest. C'est Mmh. qu'on a, sans parler de problèmes climatiques, de parler de juste l'incapacité de tolérer la boue, la salissure, le risque, la Mmh. mort. On est Mmh. parti dans un monde ascétique où regarde-moi comment je suis parfait C'est ça. et mettre les mains dans la boue, reconnecter avec le virus de la Terre, quelque part, Mmh. c'est immunisant pour la vie.
C'est comme une méditation, hein. Moi, comment dire? Je fais beaucoup de jardinage. Moi, quand je suis dans mon jardin, je ne suis pas ailleurs. Je réponds pas au téléphone. Je suis avec la nature. Donc, j'observe les bourgeons. Là, les bourgeons sont en train de sortir en ce moment. C'est merveilleux. Tu vois, la nature est pas du tout en train de dormir, hein. Et donc effectivement, il y a quelque chose de profond parce qu'on fait partie de cette planète et qu'on l'a trop oubliée. Hmm. Dernière question, toi, Brigitte, et pas les moindres, mais quand même, parce que bon, Mmh. euh, combien est-ce que ce voyage a changé le cours de ta vie? Heu, Combien? J'aime bien tes questions avec combien parce que c'est vrai qu'elles sont déstabilisantes. Hem, Énormément. Énormément, bah, déjà parce que j'avais pas imaginé que ça puisse changer. Pour moi, c'était une sorte de parenthèse où tu fais quelque chose, mais en fait, cette parenthèse, elle est venue nourrir qui j'étais. Donc chaque pas que j'ai fait dans la vie, je l'ai fait nourri de cette parenthèse. Donc en fait, je serais tentée de dire qu'elle est partout parce que ça m'a permis derrière de, comment dire? De dépasser des obstacles que j'avais parce que j'ai appliqué les mêmes choses, les mêmes ressources, dans les mêmes logiques. Donc après, bah, sur des sujets différents, mais je fais de la montagne, je suis allée faire j'étais avec mon fils, j'avais fait avec Diane que tu connais, on a fait le Kilimandjaro. J'ai fait le Kilimandjaro avec un genou complètement bousillé et beh, je suis allée chercher les mêmes choses en me disant: une seconde après une seconde après une seconde, parce que j'étais vraiment pas bien, je saturais très mal l'oxygène, arrivait, assez haut et donc c'est les mêmes logiques de dire soit dans maintenant, ici, maintenant, pas ailleurs, pas dans une heure, parce qu'une heure c'est loin quand tu es pas bien, une Hmm. heure c'est monstrueusement loin. Donc toujours les mêmes recettes et à la fin, bah, quand tu te rends compte, que tu appliques ces recettes-là, elles vont être efficientes, à chaque instant. J'ai fait un entretien en tant que journaliste d'un sportif dans mon sport préféré, qui est le Mmh mh. padel, bien Alors, sûr, ces jours-ci. Et c'est un Argentin qui est actuellement top 10 et il a eu un accident énorme dans sa vie où son meilleur copain est mort dans la voiture et lui, il a mis plusieurs années pour revenir à marcher. On lui a dit: «Plus jamais vas-tu pouvoir jouer». Il s'appelle, Dineno, Martin Dineno. Hem, «Plus jamais est-ce que tu vas pouvoir rejouer au padel, il faut juste me faire une croix là-dessus» et cetera. Et je lui ai posé une question dans un meeting de presse. Combien est-ce qu'il ramène sa motivation d'aujourd'hui à cet accident? Donc un grand moment, enfin des années et cetera. Et j'ai envie de dire, combien est-ce que quand tu arrives à faire le lien direct avec ce voyage? Ou est-ce que ça devient inconscient ou subconscience ou non conscient, ce rappel? Parce que plein de gens qui ont des expériences proches de la mort, enfin, near death experience, ça devient important, mais on est capable de l'oublier. Donc, comment et combien est-ce qu'on peut le garder, ces leçons de vie, mais énormes, ancrées dans toute sa vie, puisque tu l'as fait quand tu étais tellement jeune. moi, je pense qu'elles sont là en permanence, elles sont dans chacune des cellules de ton corps. Ouais. On le sait maintenant, la pensée consciente, c'est 5 hein, et les 95 autres, c'est ce que tu ne sais pas que tu as dans le cerveau, les connexions que tu as faites et cetera, qui vont faire les pensées que tu penses. On ne sait pas ce qu'on pense. Et donc pour moi, c'est partout, c'est sous-jacent, c'est inconscient et avant que ça remonte au cortex préfrontal, c'est rare. Voilà. Donc quelquefois, tu arrives à établir le lien en disant: «Ah, j'ai fait ça parce que je sais déjà faire ça», mais la plupart du temps, les solutions viennent, tu sais même pas pourquoi. Mm. Il y a le livre des habitudes, enfin, je pense que ça s'appelle autour de Les habitudes atomiques par James Clear. Et il parle de non-conscience. Donc, il y a les 5% conscients et ensuite 95% de non-conscience. Et ensuite, à l'intérieur des 95, toute cohérence et l'inconscience, etc. Je trouvais ça très joliment décrit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin quand même d'être intentionnel dans cette connexion? Car en fait, si on oublie le,
la capacité cognitive de se dire que ça m'a apporté beaucoup. Il est capable de se diluer dans le temps. Se diluer ou être en permanence là, mais sans que tu saches qu'il est là, hein? Est-ce qu'on comprend le processus de nos pensées? Moi, tu sais, comme je travaille beaucoup sur les neurosciences, tu te rends compte qu'à la fin, notre cerveau, c'est une énorme, fabuleuse machine, mais qu'on n'a même pas le permis de conduire de cette grosse machine, hein. C'est ça le truc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on fait remonter au niveau de la conscience, et ça, tu vois, par exemple, dans les coachings, les gens, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables de faire. Puis finalement, quand on leur fait réévoquer, qu'on leur fait établir des parallèles, établir des liens profonds dans les expériences qu'ils ont déjà vécues, à ce moment-là, effectivement, la verbalisation va repermettre une potentialisation long terme du souvenir, tu vois. Donc, je pense que c'est bien si on peut. Mais je pense que la majorité des choses qu'on sait faire, on a du mal, d'ailleurs, on le sait, on a du mal à expliquer pourquoi et comment on sait les faire. Parce que justement, c'est tout notre patrimoine. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé de qui es-tu, Brigitte, à travers ces mots, cette conversation, mais quand même, il faut faire. Donc, dans le faire de qui es-tu, Brigitte, raconte-nous en dernier ce que tu fais, comment les gens peuvent te connecter avec toi et où t'embaucher et où, évidemment, lire tes livres et notamment celui-ci, La folle du basson. Bon, celui-là, c'est la seule autobiographie, enfin, c'est le seul, la seule biographie que j'ai écrite puisqu'effectivement, d'habitude, je suis plus dans le registre professionnel. Le registre professionnel, c'est les soft skills, la connaissance de soi. J'ai à ce titre, créé la méthode DISC for Colors, donc une méthode qui utilise la base des couleurs pour établir des dynamiques dans la personnalité. Et bien évidemment, nous avons à l'intérieur de nous des dynamiques. Toutes les dynamiques sont à l'intérieur de chaque personne et vont s'exprimer à des instants de vie, à des moments différents, mais nous avons quand même des schémas vers lesquels on va revenir, le plus souvent. Donc rouge, jaune, vert, bleu, 4 tendances de personnalité. Rouge pour aller de l'avant, jaune pour échanger, vert pour approfondir et bleu pour prendre du recul. Voilà des dynamiques de personnalité. Donc ça nous a amené à écrire, on a 6 livres qui sont écrits autour de la méthode 4 Colors, méthode des couleurs 4 Colors pour vendre, manager, faire du lean management. Enfin, c'est des livres très opérationnels. Pour animer toute cette, comment dire? Cette joyeuse, communauté, je suis donc à l'initiative de la communauté No Futures. Alors avec un K, hein, tu l'auras deviné, puisque tu es anglophone avec une blagounette avec les Sex Pistols. No Futures, ça veut c'est une communauté qui, relie des consultants. On est 850 maintenant, on est sur, 4 continents et c'est une communauté apprenante et tous les jours nous partageons, nous apprenons et nous nous réunissons au cours d'un festival de l'innovation pédagogique. Voilà, je crois que avec ça, Du, je t'en ai dit pas mal. du funny learning. Voilà, du Je- Funny Learning qui est une certification sur la neuropédagogie et l'autre qui est certification for Colors sur la connaissance de soi. Donc tous les consultants ou les managers ou les formateurs en entreprise qui sont intéressés peuvent nous retrouver. On a des blogs. Je crois que s'ils tapent sur internet, ils vont nous retrouver facilement. On a un blog Funny Learning, on a un blog for Colors, on a des sites, enfin on a plein de choses. alors, Je je pense que mettrai ça voilà, dans ils doivent être suffisamment explorateurs pour trouver. Ah, l'incentive. Voilà. Autant il y a des consultants qui peuvent parler de la connaissance de soi, autant la découverte de toi dans ce livre m'a reconforté enfin reconforté, je n'avais pas besoin d'être reconforté, mais il m'a donné encore une autre vision de toi, approfondie et me paraissait essentielle dans ton cours. Comment tu es arrivé à être cette personne que tu es et la profondeur de tes pensées, de ton être, ton humanité. Je te remercie beaucoup, Brigitte, enfin, de ton amitié et d'avoir passé une petite heure avec nous. Et voilà, on se garde en chaud contact. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, bah, merci Minter pour ces moments partagés encore une fois et comme tu dis, on garde le contact. Claire. Merci à tous. Merci, bye bye.
Ciao, ciao.